Raphaël, en écoutant ces souvenirs, vous avez au moins à deux reprises dans votre carrière de journaliste politique enquêté sur Mitterrand. Je crois que la première fois c'était en 91 pour le 10e anniversaire, vous le racontez d'ailleurs dans votre livre, et puis donc une vingtaine d'années après pour votre livre sur le Gros Souvre. Est-ce que Et par ailleurs, vous avez écrit des livres sur Jacques Chirac, où vous avez aussi mené une enquête auprès des proches et des entourages. Quel regard vous portez sur la parole portée par les gens qui ont fréquenté François Mitterrand sur ce personnage? Est-ce qu'on parle de François Mitterrand comme on parle d'un autre homme politique? D'abord, moi, je ne suis pas évidemment du tout au même niveau que vous, qui avez été des acteurs de cette histoire. Moi, je n'ai fait que recueillir, effectivement. Ce qui frappe sur Mitterrand, c'est il a suscité des haines très fortes, vous le savez, et avec le temps, au fond, l'amour est plus fort que la haine. Ça, c'est déjà la première leçon, c'est-à-dire que, au fond, ceux qui le haïssaient, qui l'ont combattu, parfois pour des raisons très légitimes, ont beaucoup atténué leur ressentiment. En revanche, ce qui est frappant, c'est ceux qui l'ont aimé. C'est vrai que j'ai rencontré, puis j'ai reçu énormément de lettres après le livre, notamment sur Gros Souvre, qui raconte aussi une histoire d'amour. Je suis frappée de voir à quel point on trouve une assemblée de femmes qui l'ont aimé, mais pas seulement de femmes, des hommes, beaucoup d'hommes, peut-être plus encore que des femmes, et qui l'ont aimé d'un amour peut-être encore plus fort, justement parce qu'il était sublimé. Et ce qui frappe, c'est à quel point on voit que tous disent, parlent d'un Mitterrand, au fond, beaucoup plus sensuel que le Mitterrand politique que nous gardons tous en mémoire, qui a évidemment marqué aussi la société. Mais pour ceux qui l'ont connu, ce n'est pas ce Mitterrand-là qui a pu évidemment susciter un grand enthousiasme, mais c'est plus un Mitterrand beaucoup plus terrien, parfois un peu tellurique, maniant assez bien l'irrationnel, la transcendance, et c'est ça qui les a marqués, et plus aussi la sensation, et ce que vous disiez, la politique, c'est dire des choses aux gens, mais c'est aussi, enfin, Aristide Briand, mais c'est aussi leur faire croire qu'ils sont l'unique objet de votre attention. Et dans toutes ces lettres, tous ces témoignages, chaque fois, les gens disent au fond la même chose, c'est-à-dire que Mitterrand leur dit souvent la même chose. Il parle des mêmes écrivains du 19e siècle, il parle des arbres, il parle de la mort. Au fond, tous ont eu... sauf les très proches dont vous faites partie, mais ceux qui sont du 2e ou 3e cercle ont vu un Mitterrand, au fond, assez similaire. En tout cas, ont recueilli les mêmes types de conversations. Et pourtant, c'est le propre du vrai Don Juan que de laisser supposer que vous êtes l'unique objet de son attention. Et ça, vraiment, je pense que ça perdure. C'est ce qui m'a frappé, que je n'avais pas connu, mais mon expérience est bien plus réduite que la vôtre, mais que je n'avais pas connu, évidemment... pas du tout chez Sarkozy et pas chez Chirac, même s'ils suscitent un autre type d'engouement sur leur entourage, mais pas la même fascination. Robert Badinter, par rapport à ce que vient de dire Raphaël Baquet. Mais écoutez, je vais répondre très clairement. Moi, j'appartiens à cette catégorie que vous venez de décrire, de ceux qui... oui, ont eu avec Mitterrand des rapports profonds d'amitié. Encore aujourd'hui, je le dis. Et pour moi, quand on évoque François Mitterrand, ça n'a rien à voir avec le président de la République, ou très peu. Pour beaucoup, avec le politique. Énormément avec l'homme. Et je tiens à le dire. Vous évoquez Casanova, enfin le mauvais jeu de mots, Pierre Nora, etc. J'ai connu mieux inspiré, Pierre. Mais c'est pas ça. J'ai très peu connu, mais vraiment très peu connu, dans une vie qui est maintenant déjà longue, d'hommes qui, autant que François Mitterrand, avaient le sens de l'amitié, cette vertu si rare dans le monde politique. Et ça n'avait rien à voir avec le service attendu. Il avait la délicatesse extrême, à la fois des sentiments et des attentions. Je pourrais citer 10 anecdotes à cet égard de Mitterrand. Au moins une. Écoutez, de Mitterrand, président de la République, extraordinairement occupé, elle n'est pas gaie, et
prenant le temps, quand un ami était malade, sans que personne le sache, ça Elisabeth sûrement l'a vu à l'Élysée, il partait le soir parce qu'il voulait le voir. Le voir pourquoi ? Pour que l'autre sache qu'il se souciait de lui, il prenait de son temps pour ça. Combien véritablement d'hommes le font pour des hommes qui n'avaient pas été nécessairement mêlés à sa carrière? Non. Et je ne dis pas aussi, quand il s'agissait du moment de la mort, la délicatesse, j'en aurais 20 occasions à dire, la délicatesse de Mitterrand dans les rapports humains était extrême. Et c'est quand même, dans le monde politique, une vertu rarissime. Non seulement on savait qu'on pouvait compter sur lui, évidemment, il espérait pouvoir compter sur vous. Mais ça n'était pas ça l'échange. C'est simplement, oui, c'est ici, c'est Montaigne, c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est moi. Moi, je dis très simplement, quand Mitterrand est parti, il a emmené avec lui une partie de ma vie. Souvent, nous en parlons, Elisabeth et moi. La vie avec Mitterrand était infiniment divertissante, enrichissante, et j'ajoute, c'est un adjectif trop rarement utilisé, gai. C'était un homme profondément gai, ça vous le savez, qui adorait rire, et qui, à la moindre occasion, tirait prétexte de la situation pour à voix basse commenter. Voilà, c'est ça, tel que moi je l'ai vécu. Je ne peux parler que de moi dans cette circonstance. Oui, c'était un homme qui savait le prix de l'amitié et qui savait donner son amitié. Voilà. Et c'est si rare, vraiment si rare, croyez-moi. Donc, qu'il ait suscité des dévouements, je peux le comprendre, puisque lui-même était toujours prêt à venir à votre secours, ou simplement vous voir. Non, il avait cette vertu qui est première, qui d'ailleurs, politiquement, lui a coûté. Parce qu'il avait des amis qu'un président de la République, peut-être, n'aurait pas dû nécessairement conserver comme amis. Je ne parle pas là de Bousquet, avec lequel je ne considère pas qu'il ait eu des liens d'amitié, mais je pense à d'autres. Et l'idée qu'il pouvait manquer à l'amitié lui était impensable, impossible. Voilà. Et tel il était, et tel je le salue avec nostalgie. C'est comme ça. Elisabeth Ainsi Bigot, vont les choses de la vie. Quand Robert Badinter évoquait le rire de François Mitterrand, vous réagissiez? Oui, non, mais parce que et c'est vrai qu'il adorait rire. Peut-être avant de parler de ça, parce que j'ai une anecdote précise en tête de fou rire, mais il était quand même dans la sollicitude qu'il avait avec ses amis qui étaient malades ou qui étaient sur le point de mourir. Il n'avait pas cette sollicitude qu'avec ses amis. Il n'aimait pas Rocard, tout le monde le sait. Mais un jour, Rocard, Premier ministre, a eu une crise terrible, je crois, de colique néphrétique. Il a été attentionné auprès de lui, l'emmenant dans sa chambre. Enfin, on m'a raconté ça, et puis ça a été raconté dans beaucoup de livres. Donc, il était, vis-à-vis de quelqu'un qui souffrait, il avait cette sollicitude vraiment... bon. Après, sur le rire... D'abord, il était quand même très malicieux, hein, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... Moi, je ne me souviens pas d'une conversation avec lui, je ne faisais pas partie de son cercle d'amis. J'ai plutôt connu, contrairement à Robert, le président de la République. Après, j'ai eu la chance d'avoir, évidemment, en parler, des relations très proches avec lui, mais toujours de collaboratrice, finalement. Et là... je me souviens, toutes les conversations commençaient toujours par une plaisanterie, enfin une forme de petite moquerie amicale, mais bon. Donc il adorait, il avait beaucoup d'humour quand même, et il adorait que les gens qui lui parlent aient de l'humour et le fassent avec un certain détachement, une certaine... D'ailleurs, il s'étonnait, il disait bah, « Bon, vous travaillez, mais qu'est-ce que vous faites ?» alors qu'on ramait tous les soirs à lui faire des notes, etc. Bon, alors... il avait une amitié particulière pour Maurice Faure. Et en particulier, il admirait beaucoup Maurice Faure parce que Maurice Faure, qui avait été 15 jours, je crois, ministre de la Justice, lui avait dit un mois. Bon, je ne veux pas rester. Non, moi j'ai trop de travail à mon âge maintenant. Je veux surtout profiter de la vie. Alors Maurice Faure était un bon vivant.
tous les ans, il allait dans sa maison, dans le sud-ouest, pour manger une omelette aux truffes. Et ça, c'était quelque chose d'absolument rituel. Et Maurice Faure le faisait rire. Parce que Maurice Faure avait un stock d'histoires drôles, avec son accent évidemment inimitable de radical du sud-ouest. Et alors, quand Maurice Faure était là, François Mitterrand lui demandait de raconter des histoires. Et je me souviens d'un voyage officiel en Suède. C'était une visite d'État avec le maximum de protocole. C'est-à-dire qu'il a fallu que les hommes descendent de l'avion en habits, vous voyez, et les femmes en robe longue. Donc c'était le protocole royal le plus pesant qu'on peut imaginer. Et à la fin du dîner de retour, c'est-à-dire à l'ambassade de France, le dîner que le président offrait donc à ses hôtes, après le dîner au Palais Royal la veille, à la fin, bon, ça avait été une soirée évidemment très protocolaire, enfin, plutôt sympathique, mais donc nous nous trouvons à l'ambassade de France et François Mitterrand dit à Maurice, venez, nous allons nous mettre dans un coin. Alors nous étions, je sais pas, une dizaine peut-être, et là, ça a duré jusqu'à 2 heures du matin. Maurice Faure n'a cessé de raconter des histoires drôles. Et je voyais Mitterrand, j'ai jamais vu Mitterrand rire autant. Mais il riait de bon cœur, il adorait ça. Il avait d'ailleurs un rire extrêmement communicatif. Et ce soir-là, Maurice Faure l'a fait rire aux larmes. Et alors, personne, évidemment, pouvait se souvenir de tout ça, mais je l'ai vu aussi d'autres fois, quand même, rire beaucoup. Ça lui est arrivé, par exemple, avec Helmut Kohl. J'imagine pas ça, mais ils riaient beaucoup ensemble. Voilà, ils se racontaient beaucoup. Et avec Reagan aussi, parce que, alors, Reagan, qui était d'une pauvreté intellectuelle, enfin, bon, au point que Reagan, dans les conversations comme ça, de chef d'État, il sortait, sans aucune espèce de honte, il sortait des petites fiches de sa poche. Et il lisait ce que lui avait préparé Schulz, qui était son ministre des Affaires étrangères. Alors il déclarait ça, mais de façon très naturelle. Et Mitterrand adorait ce personnage parce qu'il le fascinait littéralement. Et alors, il racontait toujours des blagues. Reagan, il racontait des blagues sur, je sais pas quoi, les promoteurs californiens ou tout ça. Alors Mitterrand trouvait ça très distrayant. Au lieu de parler des missiles, il parlait de, voilà. Il était très facétieux au fond, finalement. Il aimait bien sortir des clous, voilà, sortir des clous. Est-ce que vous l'avez vu pleurer? Non. On se souvient tous d'avoir entendu... Jamais je n'ai vu Mitterrand pleurer. On se souvient tous d'avoir entendu sa voix se briser au moment des obsèques de Pierre Bérégovoy en 93. Oui, c'était un étranglement dans la voix. C'est l'émotion de l'orateur, mais pleurer en public, Mitterrand, et même, je dirais, intimité, jamais. Moi, il n'a pas été élevé non plus dans une époque où il était admissible que les hommes, spécialement les hommes d'État, pleurassent. Et je dirais que dans le cas Mitterrand, n'oubliez jamais, vous pouvez vous poser la question à propos du général de Gaulle. Est-ce que quelqu'un a jamais vu le général de Gaulle pleurer? Il raconte dans ses mémoires qu'il referme la porte au moment où il apprend que les hommes de Bir Hakeim et Koenig ont pu s'en aller, et il dit « je ferme la porte et je pleure ». C'est comme ça. Oui, on était élevés comme ça. Les hommes ne pleurent pas, en tout cas pas publiquement. Moi, j'ai quand même senti beaucoup d'émotions chez François Mitterrand. C'est pas la même chose. Oui, mais j'ai pas vu pleurer. Chaque fois qu'il m'a parlé de sa mère, ça m'avait frappé parce que il m'a parlé de sa mère plusieurs fois. Avec vraiment, on sentait l'attachement qu'il avait eu pour elle. Et j'ai toujours pensé que s'il était finalement aussi féministe, enfin autant qu'on pouvait l'être un homme de sa génération, mais franchement, il a donné sa chance à beaucoup de femmes quand même, et il faisait pas de différence dans le travail. Je trouve que j'ai toujours pensé que c'était à sa mère qu'il le devait, parce qu'il avait une admiration pour elle qui était... Je ne sais pas si Robert avait cette même impression que moi, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il admirait davantage sa mère que son père. C'est certain, et qu'il aimait sa grand-mère à la passion. La grand-mère à tout vent, bien sûr. À la passion. Ouais.
C'est le propre des hommes de pouvoir aussi d'avoir été adulés par leur mère. C'est ce qu'on trouve à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a cette photo où il a la main posée sur le genou de sa mère. On voit que Oui, c'est le propre des femmes de pouvoir d'avoir été admirées et adulées par leur père. Il y a une phrase merveilleuse de Freud là-dessus, disons, la petite fille qui a vu dans l'œil de son père une phrase d'admiration pour toute sa vie. Vrai, bref, c'est Oedipe. Et c'est que... Donc voilà, en réalité, l'essentiel, c'est que vous ayez, à travers votre Oedipe, une satisfaction initiale pour être sûr dans la vie de ce qui vous adviendra. Alain Enfin, Duhamel, Mitterrand a été aimé, certainement, et vous avez raison, il aimait passionnément sa mère, mais je peux dire, sa grand-mère, qui l'a beaucoup impressionné, il l'aurait aussi. D'ailleurs, le choix du cimetière est là aussi pour quelque chose. Il repose exactement là, à côté, juste à côté. Alain Duhamel, les liens qui vous unissaient à François Mitterrand n'étaient pas des liens d'amitié, évidemment, mais évidemment une forme de proximité. Vous allez nous donner le mot. C'est noué entre vous, tissé au fil des années et des décennies. Comment vous les qualifieriez, ces liens ? Il y avait une forme d'amitié quand même, entre guillemets. Bon, ce qui le différenciait de ses pairs, disons, c'est-à-dire des hommes politiques vraiment de premier rang, c'est qu'il y avait en permanence chez lui, à la fois, quand je dis en permanence, je ne veux pas dire au même moment, mais qu'il y avait l'homme politique, l'homme d'État, et qu'il y avait la personne. Et que la personne était aussi présente, quand on le voyait, que l'homme d'État. Très souvent, ils sont dissociés, ou dans certains cas, il y en a un qui cannibalise l'autre. C'est le cas le plus fréquent chez les hommes d'État de premier rang. Chez lui, les deux étaient aussi intenses. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai entendu sur sa fidélité, ses amitiés, son intérêt pour les gens, le goût de la découverte qu'il avait des autres, la manière de se tourner vers les autres, et pas simplement du tout vers ceux qui pouvaient le servir ou vers ceux qui étaient connus, mais aussi bien vers la première personne. Moi, je me rappelle quand il est venu chez nous dans les Cévennes, c'était un tout petit village, le maire du village, qui était socialiste, est venu tremblant, rendre ses devoirs, etc. Au bout de 10 minutes, ils parlaient comme s'ils avaient fait la guerre ensemble, et ils se racontaient leurs histoires, et ils disaient, alors vous, pour votre petite rivière qui est là, comment est-ce que vous faites ? Bon, enfin, ils étaient partis et ils s'intéressaient, puis on voyait qu'il n'y avait aucune affectation. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement rarissime. Autre chose, il faisait, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, il faisait passer des liens d'amitié à condition qu'ils soient ou d'amitié ou de proximité, peu importe le mot. Et d'ailleurs, amitié, ça peut être inégalitaire, bien sûr. Mais il les faisait passer nettement avant les critères politiques. Et quelles que soient les phases, bon, moi je me rappelle, vous parlez du 10 mai 81, il s'est installé à l'Élysée une dizaine de jours après, je crois que ça devait être le 21, il me semble, hein, et il m'a téléphoné le 22 en disant, vous savez, on continuera à se voir comme on se voyait avant, ça ne changera rien. Et il m'a dit, ce qui voulait être délicat de sa part, il m'a dit, mais vous savez, vous pouvez le dire, hein, que je vous dis ça. Et je dis, je me vois mal aller dans la rédaction d'Europe 1 et dire le président m'a appelé pour me dire qu'il me verrait comme il me voyait avant, même si la majorité avait changé et s'il était devenu l'homme de l'Élysée. Et à ce moment-là, il a eu cette idée qui était assez drôle, assez vacharde aussi, mais très sympathique en même temps, et qu'il a beaucoup mis en œuvre après, qui est de dire, bah écoutez, on parlera plutôt entre nous des réactions des uns et des autres, ça m'intéressera. Et c'est ce qui s'est passé pendant des mois. Pendant des mois, il me disait, alors un tel était comment ? Et alors, parmi mes conseillers, c'est vrai que X, quelqu'un que vous me citiez tout à l'heure tout bas, envoie des petits mots combinatoires pour dire il faut faire ça en disant que c'est de ma part. Et puis, de la part de tel journaliste, c'est vrai que brusquement, il se prend pour mon représentant ici. Enfin bon, il était comme ça. Pour le reste, moi, le sentiment que j'ai toujours eu, c'est qu'avec lui, en politique, si on discutait avec lui, si vous connaissez suffisamment, s'il pensait que vous aviez lu les livres qu'il fallait avoir lus aussi, hein, parce que ça comptait beaucoup. Il faisait ses tests, et alors vous aviez lu voilà celle ou vous ne l'aviez pas lu. Si vous ne l'aviez pas lu, c'est vraiment que votre connaissance de l'histoire diplomatique du milieu du 19e siècle est très mauvaise. Hein. Donc il faisait ses tris aussi. Il avait aussi ça. Mais quand on avait, disons, une forme de confiance avec lui,
Et qu'on parlait politique, on pouvait lui dire n'importe quoi. Et en particulier, c'était très facile, ça m'arrivait relativement souvent, notamment en matière économique, de lui expliquer pourquoi je trouvais que ce qui était fait n'était non seulement pas convaincant, mais pas souhaitable et ayant assez peu de chances de réussir. Il ne le prenait pas du tout mal. Au contraire, il argumentait, il essayait de trouver évidemment des répliques, il savait utiliser des techniques en disant « Vous êtes certainement très compétent, mais il se trouve que le gouverneur de la Banque de France m'a justement dit ce matin que, etc. » Mais il en sait bien sûr beaucoup moins que vous sur cette question. Bon, évidemment, il ne se laissait pas facilement contrarier. Mais il acceptait sans arrêt la discussion. Et alors, je dirais que sur le plan politique, avec les journalistes qui connaissaient bien, son comportement était assez homogène dans des différents types de situations, mais il aimait les gens et il ne se faisait pas d'illusions non plus. C'est-à-dire qu'il voyait très bien qui était obséquieux et qui ne l'était pas, qui était flatteur et qui ne l'était pas, qui était opportuniste et qui ne l'était pas. Mais est-ce que ce n'est pas le cas, au fond, de tous les présidents que vous avez côtoyés ? Beaucoup moins subtilement chez les autres. Vraiment, ça, alors franchement, si je prends les 4 derniers que j'ai vraiment approchés tous les 4, beaucoup moins subtilement, c'est une grande différence. Je pense qu'il avait une connaissance de la psychologie humaine et un intérêt pour les êtres que les autres n'ont pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il s'est moins trompé que politiquement, mais en tout cas, humainement, il avait des qualités, je pense, que les autres réellement n'avaient pas. Et puis, il y a ce qui est très amusant, mais ça, on en a tous l'expérience, évidemment, le fait qu'on a chacun son Mitterrand. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait des comportements qui étaient les mêmes, compte tenu de ses interlocuteurs, mais qu'en même temps, il avait un comportement qui était spécifique avec chacun, avec des rites avec chacun, avec des souvenirs spécifiques qu'il entretenait, auxquels il faisait allusion. Et si, par exemple, une année, on oubliait de lui dire telle chose à Latché, etc., il me disait, mais on en a parlé les autres années, pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas ? Et chacun avait son propre registre, et d'ailleurs, il détestait que les registres se mélangent. C'est-à-dire, il détestait qu'on échange avec d'autres des conversations un peu personnelles qu'on avait avec lui. Raphaël Baquet, en écoutant ces souvenirs lumineux des amitiés de François Mitterrand, qu'est-ce qui trotte dans votre esprit ? Parce que j'imagine que vous repensez à ce que vous avez écrit sur Gros S'ouvre. Ces amitiés, elles peuvent virer au tragique aussi. Oui, parce que, comme l'a dit Alain, ces amitiés ont été souvent inégalitaires et tous les amis ne s'en sont pas rendus compte, ou tous les amis ne l'ont pas accepté. Donc, c'est le cas de François de Gros S'ouvre, effectivement. C'est difficile aussi d'admettre qu'un homme que vous avez connu avant qu'il ne soit au fait du pouvoir vous échappe, au fond, par la lourdeur de sa charge, par l'ampleur de ses responsabilités. Donc, évidemment, c'est ce qui se produit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la constitution de la Cour. Il y a des phénomènes qui se reproduisent quand même de président en président, enfin, si tant est que je puisse en juger par mon expérience, mais on voit quand même la même chose. Et puis, il y a quelque chose de propre à Mitterrand, effectivement, qui est la subtilité des relations, comme Alain le disait, et puis quelque chose de profond, un travail de sédimentation des mémoires, quoi. Que vraiment Mitterrand a toujours, il a toujours fait très attention à ça, alors qu'effectivement, en politique, et plus encore, il est aussi un homme d'une certaine époque. Et évidemment, l'époque a considérablement changé. Il n'y a pas que les hommes qui ont changé. Il y a tout le contexte. Et aujourd'hui, évidemment, ce rapport à la profondeur et au temps est quand même infiniment différent. Il pouvait avoir des vacheries dont certaines étaient très agréables à entendre. Par exemple, les formes d'obséquiosité d'une partie de son entourage et de ses conseillers en particulier ont dépassé tout ce que j'ai pu observer avec n'importe lequel de ses prédécesseurs ou successeurs. Et il ne les a pas refusés, manifestement. Non, mais alors justement, j'ai souvenir en hélicoptère avec 2 de ses plus proches collaborateurs, dont un qui ne supportait pas de le quitter de plus de 5 cm en règle générale, et en tout cas pas plus d'une fois par jour, le faisant crouler sous tellement de compliments successifs avec son acolyte que, au bout d'une heure, j'en ai eu par-dessus la tête. Et je lui ai dit, mais monsieur le président, ça ne vous fatigue pas de vous faire idolâtrer comme ça ? Et il m'a regardé, il les a regardés, on était dans l'hélicoptère, donc tous les 4 très proches, enfin 2 en face de 2, et il m'a dit, mais vous savez, ils ne sont pas obligés.
Non, mais alors, non, mais ça, c'est très vrai, ça, parce que moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que François Mitterrand, très curieux des gens, des êtres, laissait chacun définir exactement la nature de relation qu'on avait envie d'avoir avec lui. Et il était extraordinairement respectueux de la liberté de chacun. C'est-à-dire que personne n'était obligé d'aller grimper la roche de Solutré chacun était libre. Voilà. Il tenait à sa liberté, lui ô combien. Hein. Il pouvait s'échapper de l'Élysée comme ça pour aller faire des promenades. Où ça nous est arrivé 3-4 fois avec Jean-Louis Bianco. Il nous disait, allez, on va s'échapper, on va faire une petite promenade dans les Alpes de Haute-Provence ou dans le Vaucluse. Alors on était chargés comme ça, on partait toute une matinée pour découvrir de nouveaux coins. Mais voilà, j'ai eu le sentiment toujours que les gens avaient avec lui les relations qu'il voulait bien avoir, il les laissait très libres et ces relations pouvaient être extrêmement différentes. On pouvait être très proche sans être courtisan, on pouvait avoir des relations d'amitié sans être courtisan et on pouvait être courtisan sans être très proche de François Mitterrand, parce qu'il y en a eu beaucoup comme ça. Et il me semble aussi que ceux qui ont, comme François de Grossouve, ont connu un destin tragique. Il y en a qui se sont laissés enfermer dans une espèce de relation malsaine quand même. Moi, je n'ai pas bien connu François de Grossouve, j'ai peut-être rencontré 3-4 fois dans ma vie, mais on avait le sentiment de quelqu'un qui était absolument transi, qui ne pouvait pas supporter de ne pas être justement dans le cœur de ce qui se faisait, et qui en même temps faisait tout pour ne pas l'être quand même, parce que, bon, il y avait une forme de bon. Alors, c'était très cruel pour ceux ou celles qui étaient dans ce type de relation mais au fond, oui, personne n'était obligé, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même formidable, compte tenu de, on se sentait très très libre d'abord de lui dire ce qu'on avait envie de dire. Alors quelquefois, moi, il m'est arrivé, après avoir dit certaines choses, où il s'offusquait jamais, à la condition qu'on soit poli, puis qu'on ne le dise pas devant 50 personnes, hein, quand on avait des choses. Enfin, il m'est arrivé d'avoir des froids et de plus être invité à déjeuner pendant 3 mois, ou des choses comme ça. Mais finalement, on sentait bien que quand on disait des choses qui se révélaient être juste après, moi j'ai senti que jamais il n'en a voulu qu'on lui dise la vérité de ce qu'on avait à lui dire. Alors on prenait des précautions, bon évidemment, bien sûr, mais voilà. Et en tout cas par écrit, c'était, mais même oralement. D'ailleurs il sollicitait ça. Il disait, il posait jamais de questions, mais il disait au fond, bon alors quoi de neuf, quoi. Quoi de neuf? Bah, je serai président, on travaille. Et on travaille sur quoi? On va parler de l'Europe tout à l'heure, j'imagine. Mais il était... J'ai trouvé que c'était quelqu'un justement très attachant parce que, au fond, on avait le sentiment qu'il arrivait à établir ce qu'il y avait de mieux comme relation avec chacun. Oui, il y a quand même juste quelque chose qui le distingue, c'est qu'il n'a pas écrit lui-même de mémoire, hein, sauf le livre qu'il a entrepris avec vous, mais qui, au fond, n'est pas à la fin de sa vie. Et donc, il a laissé d'autres écrire sa légende. Et ce qui frappe chez Mitterrand, c'est que même avec le recul, même 15 ans après sa mort, il y a quand même bon nombre de gardiens du temple. Hein. Moi, je suis frappée de la difficulté qu'ont même les historiens, au fond, à entreprendre un travail distancié sur lui. Il est devenu un personnage légendaire, alors même qu'au fond, le temps n'a pas tant passé. Et ça, c'est frappant. Je ne vois pas... Enfin, De Gaulle excepté, mais De Gaulle a écrit lui-même ses propres mémoires. Donc, et puis, Mitterrand a beaucoup écrit aussi. Oui, mais pas ses mémoires. Il a écrit des essais politiques. Il n'a jamais écrit ses propres mémoires, alors qu'il écrivait extrêmement bien et qu'il aurait pu le faire. Ça aurait été passionnant. Il a laissé d'autres écrire sa légende, qu'il a alimentée, évidemment. Hein. Et là, je pense que c'est aussi parce qu'il détestait toutes les comparaisons entre le général de Gaulle et lui, et que comme il y avait les mémoires du général de Gaulle, il n'y aurait pas de mémoire de François Mitterrand. Moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi vous n'écrivez pas vos mémoires?
Il me dit non, et il a ajouté, en effet, ça recoupe. D'autres se chargeront de le faire à ma place, et moi j'ai mieux à faire que de revenir en arrière pour raconter ma vie. Non, non, il était presque sarcastique à cette pensée. Et vous n'avez pas tort sur le point, après tout, le général de Gaulle, mais je ne crois pas qu'il pensait à une confrontation littéraire. Sur un point, je marque mon accord complet avec ce que vous avez dit. Je considère qu'on protège trop, au regard de l'histoire, les documents et les archives de Mitterrand, que ça devrait être plus facilement ouvert que ça ne l'est, que les gardiens du temple tiennent très serré les clés, et comme ce n'est pas la vision que j'ai de l'histoire, et que ça n'était d'ailleurs pas non plus celle de Mitterrand, je me demande toujours pourquoi il faut dire ah non. Il est très difficile. Pas pour vous, Robert Badinter. Quoi ? Pas pour vous. Vous avez accès, non ? Oui, mais voilà, moi, je ne suis pas un historien de François Mitterrand. Non, mais si vous le souhaitez. Vous non, je ne pourrais pas écrire l'histoire de François Mitterrand. Réfléchissez. Ça n'est pas du tout une possibilité de recherche historique. Je pourrais faire des recherches historiques sur un point, là j'aurais les documents, mais pas sur François Mitterrand, non. Mais je trouve que ça doit être plus ouvert, je l'ai dit, ceux qui ont la responsabilité de ça, vous devriez ouvrir plus largement. Le temps a passé, puis Mitterrand, c'est Mitterrand. Qu'est-ce que... Pour le meilleur et pour le pire. Quel a été, je m'adresse surtout à vous, Robert Badinter, et vous, Elisabeth Guigou, le plus gros point de désaccord avec François Mitterrand au cours de votre longue vie, de votre longue amitié et compagnonnage politique? Le point de désaccord politique, ça a été à propos des communistes. Moi, j'étais farouchement hostile aux communistes. Jamais, dans une génération où c'était assez rare, été tenté le moins du monde par le communisme, jamais dans ma vie, tant mieux. Et c'est un anticommuniste primaire, enfin ça va recommencer cet anticommuniste. J'ai dit non, supérieur, président, non, pas primaire, supérieur. Et je ne vais pas recommencer ces années. Et je lui en témoignage, j'étais absolument contre et le programme commun et le gouvernement avec les communistes, et c'est lui qui avait raison. Et l'histoire le prouve. Et je pense que parmi les vues les plus profondes de Mitterrand, il y a la conscience prise, sinon le premier, en tout cas vraiment parmi les tout premiers, que le Parti communiste était mort, mais ne le savait pas. Et Mitterrand en était convaincu. Et ensuite, quand l'histoire s'est faite elle-même, je lui ai dit un jour, vous aviez raison. C'est vous qui aviez raison, il valait mieux prendre les communistes au gouvernement que de les laisser dehors, se faire une santé en montrant nos échecs et en jouant la solution de rechange. Il valait mieux les entraîner, c'était en effet ça. Mais ça, rappelez-vous, il l'avait dit dès le programme commun à l'Internationale socialiste. Ça avait d'ailleurs fait l'objet de la part de Marchais à Vienne, d'une fureur, vous vous rappelez. Bon, donc ça a été un point de désaccord constant jusqu'au moment où les choses se sont réglées d'elles-mêmes. Voilà. Sur les communistes, Alain Duhamel, vous aviez écrit, je crois, si ma mémoire est bonne, coécrit avec un ancien directeur du Monde cette histoire du Parti communiste, et vous avez beaucoup parlé justement avec François Mitterrand dans les années 60, avec Jacques Fauvet, pardon, du Parti communiste, et je vous voyais réagir à ce que disait Badinter. Oui, parce que c'est effectivement son originalité. D'autant plus qu'il ne faut quand même pas oublier qu'avant la guerre, pendant la guerre et au lendemain de la guerre, on ne peut pas dire qu'il était philo-communiste. C'était plutôt l'inverse. Hein, et donc, bien sûr, Mamada, ça a été toute sa vie. François Mitterrand, il y a un moment où, par réalisme, il s'est dit on n'arrivera au pouvoir que si on a derrière nous le Parti communiste et à l'époque la CGT, qui pesait d'un poids considérable. Et il avait très bien compris que, contrairement à ce que croyaient beaucoup d'analystes, et aussi, il faut bien dire, beaucoup de dirigeants socialistes, une alliance avec le Parti communiste était une alliance qui renforcerait les socialistes minoritaires et qui affaiblirait les communistes majoritaires à gauche. Et ça, il l'a compris, effectivement, dès
dès le milieu des années 60, en réalité dès sa première candidature de 65 à l'élection présidentielle. En ce qui concerne le programme commun, c'est tout à fait autre chose. Il était là-dessus d'un cynisme et d'une désinvolture parfaite. Et je me rappelle que moi, ça m'exaspérait. Je trouvais que c'était totalement irrationnel, impraticable. Et puis, j'étais furieux dans les périodes de négociation. Je trouvais que les socialistes lâchaient toujours trop de choses, notamment 2 ou 3 d'entre eux, que j'ai bien en mémoire. Et je pestais. Je lui disais, mais enfin, pourquoi est-ce que vous acceptez des choses comme ça? Vous savez très bien que c'est pas réaliste. Et il me répondait, en se fichant de moi, ça, il faut bien dire, il me répondait, mais vous savez, les peuples ont besoin qu'on leur construise des cathédrales. Et puis, vous verrez, les cathédrales, elles sont très vite vides. Et à ce moment-là, il ne reste plus que l'extérieur. C'est assez juste, non? Et il était assez juste, positivement en politique et en économie, parce qu'au fond, il a quand même eu beaucoup l'illusion qu'un fort tempérament politique, il n'est pas le seul, hein, enfin, c'était son cas, qu'un fort tempérament politique pouvait non pas apprivoiser, mais discipliner de force l'économie. Et il n'avait pas une admiration sans borne pour les économistes en règle générale. Ouais.